Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'une institution du Bénin. Il s'agit du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Vous le savez, c'est une institution naissante et donc nous allons revisiter un peu son mandat, ses prérogatives, ses attributions et les actions qui sont menées depuis l'opérationnalisation de cette institution. Et pour en parler, nous recevons pour vous l'un des responsables. Il a un nom, Dr Euloge Francis Attadé. Il est le chargé de politique de bonne gouvernance, d'éthique et d'intégrité au commissariat à la prévention de la corruption. Bonjour, docteur. Bonjour, Romuald. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui suis honoré et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption aussi est très honoré. Voilà. En tout cas, on parlera de cette institution. Et puis, vous savez, cette affaire qui concerne le parti Le Libéral, l'institution s'est prononcée à la suite de la sortie du ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Que pensent les responsables de cette affaire? Nous en parlerons. Restez avec nous. Et vous faites bien d'ailleurs de rester avec nous. Déjà, docteur Euloge Francis Attadé, rappelez-nous un peu le mandat justement de votre institution. Vous savez qu'en fait, la corruption sévit dans tous les pays. C'est un fléau mondial. Et chaque nation recherche les solutions pour pouvoir éradiquer ce mal, ce fléau mondial, ce fléau transnational. Et je crois que le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans la quête des recherches de solutions à ce mal, a trouvé en fait une réponse à la fois législative et institutionnelle. Il a créé le Haut Commissariat à la prévention de la corruption à la faveur du vote et de l'adoption de la loi 2020-09 du 23 avril 2020, portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Bien avant ce Haut Commissariat, il existait au Bénin l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Tout à fait. Créée à la faveur de la loi 2011-20. Mais c'est parce que, évidemment, vous savez que le Bénin a toujours fait la répression. Mais malgré l'appareil répressif, le dispositif institutionnel mis en place pour réprimer les infractions liées à la corruption, le mal n'a pas pour autant cessé. Nous avions créé la CRIET, il y a la BEF, il y a la CENTIF, il y a plusieurs institutions. Le dispositif institutionnel qui a été mis en place, qui devait décourager les contrevenants, n'a peut-être pas été efficace sur toute la ligne. Il fallait donc trouver une formule. D'où le diagnostic a été posé et le gouvernement a vu juste parce que c'est sous l'impulsion en fait, de politique que nous sommes venus à la création du Haut Commissariat. Et depuis lors, je crois que le Haut Commissariat a une mission essentielle, c'est la prévention. C'est détecter, signaler, c'est éduquer et sensibiliser, mais c'est aussi prévenir et sanctionner évidemment les contrevenants. Pourquoi? En fait, vous savez que la corruption, c'est une gangrène pour l'économie nationale. Et plus on laisse ce fléau d'ailleurs en proportion, plus c'est que nos économies et la croissance sont mises en danger. Or, les citoyens ont le droit au bien-être social. C'est en cela que le Bénin a signé plusieurs conventions. Vous savez évidemment que nous avions des conventions au plan régional, sous-régional et international. Et je me réjouis de ce que cette fois-ci, vous avez bien voulu que nous venions parler du Haut Commissariat à la prévention, qui a un dispositif dans l'architecture des institutions de l'État. Oui. Ce n'est pas une institution gouvernementale, c'est une institution étatique qui veille à la transparence parce que le Haut Commissariat travaille à établir un environnement de transparence, un environnement d'éthique et d'intégrité. C'est en cela que depuis sa création, parce qu'en 2020, l'institution a été créée et a été opérationnalisée à partir de 2024 avec la nomination... Mais pourquoi cet écart déjà 2020, 4 ans après l'opérationnalisation? Je crois qu'il fallait prendre le temps pour mieux faire les choses. Vous savez évidemment qu'il existe à la présidence de la République la CPD, c'est la cellule de traitement des plaintes et des dénonciations. Parce que les Béninois n'ont toujours pas eu la chance de se faire entendre quant aux faits liés à la corruption. Or, c'est toujours les présomptions de corruption. Il faut bien investiguer et établir, évidemment, les faits avant que les institutions en charge des poursuites ou de l'instruction puissent se saisir du dossier. Mais pour réduire
la corruption, pour réduire ce mal, il faut bien qu'on trouve une pédagogie pour sensibiliser les citoyens béninois qui sachent en fait ce que c'est que la corruption, quels sont les visages de la corruption et pourquoi la corruption doit être combattue. Est-ce que la sensibilisation avait manqué ou il y avait un espace qui n'était pas institutionnel? Oui, écoutez, la sensibilisation par le passé se faisait, mais pas de façon aussi scientifique et méthodique. Souvenez-vous que pendant que le président Kérékou, feu général Mathieu Kérékou, était au pouvoir, il a essayé de créer une cellule qu'on appelle la cellule de moralisation de la vie publique. Feu, Madame Adjaï Sika était à la tête de cette institution, à son âme. Elle a œuvré du mieux qu'elle pouvait pour que les Béninois puissent respecter le bien public. Mais malgré toutes les actions qu'elle a menées, parce qu'il y avait des descentes sur le terrain pour décourager les citoyens béninois qui abusaient du bien public. Le bien public, c'est le bien commun à nous tous. Il faut bien le gérer, il faut le respecter. Il faut une conscience citoyenne forte pour que nous puissions respecter notamment, non seulement le bien public, mais aussi qu'on assure une bonne gestion des ressources publiques. Et je crois qu'Adjaï Sika a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle a subi des menaces. Elle-même, elle a eu du plomb dans l'aile. Les résultats, in fine, ne sont pas au rendez-vous. Et en conséquence, vous avez vu que quand Boni Yayi est venu, il est allé au vote d'une loi, la loi 2011-20, pour instituer l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Il faut dire évidemment que le Bénin a signé des conventions. Je vais citer par exemple la convention de Mérida, signée au Mexique en 2004, puisque la communauté internationale, en 2003, a créé le cadre mondial de lutte contre la corruption. Et puis en décembre, je crois, de la même année, la convention était ouverte, la signature était ouverte à tous les États. Le Bénin, le 14 octobre 2004, a ratifié la Convention des Nations Unies et s'est engagé à appliquer les dispositions de cette convention qui nous lie à l'échelle internationale. À l'époque, Maître Jacques Atchefon-Migan était conseiller aux côtés du président Kérékou. Et les conseillers ont beaucoup œuvré pour montrer en fait les vertus de cette convention, parce qu'au plan national, le fait que le Bénin ait ratifié cette convention lui permet d'arrimer les lois nationales aux lois internationales pour que le bien public soit mieux géré, les ressources soient gérées de façon transparente. Mais la résultat n'était pas au rendez-vous après, hein, parce que quand on prend du recul, on sait que justement, il y a eu un tant soit peu peut-être une volonté qui n'est pas très affichée de l'État. Oui, je crois qu'il y a certes une volonté, mais c'est une volonté faible, puisque en chemin, il y a eu des actes de corruption à grande échelle. La population indignée avait interpellé le chef d'État d'alors, mais qui est sorti de son silence et qui a demandé curieusement au Béninois si quelqu'un avait perdu son argent. Voyez, si les 70 milliards étaient pour quelqu'un. Ben oui, si, c'est ça. Vous voyez que c'était un peu... Ça paraissait un peu comme un feuilleton inadmissible parce qu'un chef d'État est suffisamment responsable et c'est évidemment que les ressources publiques appartiennent à l'État et non à un individu. Et que chaque citoyen est contributeur, en fait, de la constitution de ces ressources. Parce que vous payez l'impôt et puis on fait des prélèvements, vous payez la TVA sur plusieurs achats que vous faites. En conséquence, nous devons, en tant que citoyens, veiller à ce que les ressources publiques soient mieux gérées et que même les ressources, en fait, les prêts, dons et autres là que nous avons auprès des partenaires techniques et financiers soient mieux gérés parce que les partenaires aussi veulent s'assurer qu'il y a un dispositif institutionnel qui permet d'assurer une bonne gestion des ressources des finances publiques. Vous savez que en fait, les PTF nous accompagnent sur plusieurs projets. Et les ressources qu'ils mettent en place nous permettent de réaliser de grands projets d'impact pour nos citoyens. Et dans ces conditions, les citoyens ont le devoir et l'obligation d'être regardants sur la façon dont la gouvernance des ressources se fait. Et c'est en cela que... En quoi, justement, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption se distingue, par exemple, de la CRIET, de la Cour des comptes, par exemple? La Cour des comptes, en fait, c'est une institution qui veille à la redevabilité, en fait, vous vous rendez compte de la gestion des ressources publiques et de la gouvernance. Au niveau, par exemple, de la CRIET, c'est une institution de répression. Vous savez que la CRIET est créée en 2018, en fait. C'est une cour spéciale qui
sanctionne, qui punit Oui. les infractions liées au crime économique, au terrorisme et infractions connexes. Mais la CRIET, en fait, ne joue pas le même rôle que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Le Haut Commissariat, en fait, est une institution qui a essentiellement pour mission, au thème de l'article 2 de la loi, de veiller à ce que les mesures anticorruption qui sont prises soient suivies au niveau des institutions de l'État, oui, au niveau des administrations et même au niveau du secteur privé. Et donc, ce n'est pas que le secteur public? Non, il y a le secteur public et le secteur privé. Il faut veiller aussi à ce que les procédures soient transparentes. Donc, s'il y a des manières de procédure, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, il faut que le Haut Commissariat puisse par des mécanismes faire des propositions. Il faut aller à la relecture. On voit dans les mairies quand même, il y a ces problèmes avec la gestion des SE, il y a une révocation dernièrement et tout ça. Et donc, le respect de la procédure, par exemple, au niveau des marchés publics, tout ça, ça vous concerne? Oui, bien, il y a en fait l'autorité de régulation des marchés publics. Exactement. Nous travaillons de concert, nous avons un partenariat avec l'autorité de régulation des marchés publics pour veiller à la transparence, au respect des règles d'éthique, oui, des règles d'intégrité, parce que nous faisons en sorte qu'au niveau de toutes les structures, que ce soit société, entreprise et autres institutions de l'État, que la transparence soit de mise. Parce qu'il y a des accords que nous avions signés, des dispositions de la Convention qui nous obligent à veiller à ce qu'au niveau de toutes les institutions, oui, qu'il y ait le respect de la transparence. Deuxièmement, il faut veiller à ce que les procédures soient suivies. C'est pour cela que, pour garantir la transparence et veiller à ce que les procédures soient suivies, il y a de nouveaux mécanismes compte tenu des défis nouveaux émergents. Nous avions dit, face aux défis émergents, il faut veiller à ce que nous allions à la digitalisation des opérations. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que le gouvernement béninois a fait de grands efforts, puisqu'il y a le portail national des services en ligne. Donc, vous pouvez, il y a près de 200 services que vous pouvez avoir en ligne. Ça permet d'éviter, évidemment, l'interaction entre les citoyens et les agents publics. Vous avez compris que quand il y a un contact direct, le risque de corruption est grand. La corruption. Est grand. Mais nous, au Haut Commissariat à la prévention de la corruption, nous avions procédé de façon méthodique, scientifique, à l'élaboration de la cartographie des risques de corruption. Quels sont les risques qui sont attentatoires, en fait, à l'éthique, à la transparence, à l'intégrité? Et sur la base, évidemment, des risques, on va définir une nouvelle stratégie nationale de prévention de la corruption et de la lutte contre la corruption. Et au regard de cette cartographie, qu'est-ce que cela donne comme résultat? Quels sont les risques? Oh, mais il y a, à l'examen, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont vulnérables. Oui. Beaucoup de secteurs qui sont vulnérables. Et pour réduire la vulnérabilité de la gestion de ces institutions, le Haut Commissariat, évidemment, a noué des partenariats pour que nous puissions nous entendre sur l'essentiel. Notamment, il faut voir les codes, en fait, les règles d'éthique qui sont adoptées, les codes de bonne conduite au niveau de plusieurs structures. Est-ce que ces codes sont encore adaptés? Donc, c'est faire en sorte que de nouveaux mécanismes soient mis en place pour assurer une bonne gestion des ressources publiques, oui, mais aussi veiller à la transparence des opérations et garantir la redevabilité. Donc, il faut rendre compte, évidemment, forcément, de la gouvernance au niveau de chaque institution. Et le partenariat que nous avons, parce que vous savez évidemment que le haut commissaire, M. Jacques Tchefon-Minga, a eu une grande expérience. Je veux vous rappeler à l'entame qu'en 2004, pendant que le Bénin a réussi à signer la Convention de Mérida, ils ont joué les conseils Kélékou ont joué un grand rôle pour que nous allions à la ratification de cette convention. La Convention de Mérida, en fait, nous impose par moment d'accepter d'être examiné par d'autres pays. Et le Bénin, je crois, en 2010, a été tiré au sort pour être examiné par d'autres pays, des pays, États partis de la Convention. En 2018, nous avions été aussi tirés au sort pour être examinés. Le processus a suivi son cours, mais avec la clôture des activités de l'Autorité nationale de la lutte contre la corruption en novembre 2021, on n'a pas pu achever. Et à la faveur, évidemment, de la loi 2020-09 du 23 avril 2020, qui a institué le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, dès lors que le Haut Commissariat a été opérationnalisé,
le processus a repris et a connu son achèvement tout récemment avec la visite pays qui s'est organisée les 6 au 8 mai dernier, où à Bénin Royal Hotel, nous avions reçu la délégation suisse et la délégation de la Gambie sous la supervision des experts de l'ONU-DC, en fait, l'Organisation des Nations Unies contre le crime et la drogue. Et à l'issue de cet examen, c'est qu'il est établi que le Bénin a fait des progrès remarquables. Parce qu'en fait, c'est des tirage au sort. Le Bénin non seulement a été examiné, mais le Bénin a été examinateur. Le Bénin a été tiré par 3 fois pour examiner d'autres États. En 2020, le Bénin a été tiré, par exemple, pour examiner le Danemark. Bon, donc, le Bénin a été tiré pour la première fois, je crois en 2013, pour examiner un État comme la Sierra Leone. Le Bénin aussi a examiné le Libéria. Dans notre pays, le Bénin a été à la fois examiné et examinateur. C'est la preuve que nous occupons une bonne place à l'échelle internationale dans le dispositif mondial de suivi de la lutte contre la corruption. Très bien. Que nous travaillons à établir un environnement de transparence. Et il faut féliciter en fait les acteurs politiques parce que c'est l'impulsion en fait politique qui permet de faire la marche vers la transparence, vers l'éthique, vers l'intégrité. C'est vrai qu'il y a énormément d'actions qui sont posées pour lutter contre la corruption, mais malgré cela, cela perdure tout de même. Des personnes qui par exemple, s'arrachent 4 milliards des caisses de l'État, des personnes qui détournent, on continue par se retrouver devant la criette. Voilà, d'où la prévention. Vous avez justement, après l'opérationnalisation, donc après la mise en place du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, quels sont les résultats majeurs que vous enregistrez déjà? Je crois que depuis un moment, le Haut Commissariat a lancé une vaste campagne de sensibilisation. Et j'ai eu l'opportunité, parce que d'abord, le plateau, il y a eu 4 départements qui ont été retenus pour la phase pilote. Et puis, dans chaque département, il y a 3 communes. La première phase a été celle qui a consisté à envoyer une délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption dans le plateau. Donc, les communes de Sakété, Paubert, Kétou ont reçu la visite de la délégation. La délégation a sensibilisé dans les écoles, les universités, en fait. Donc, les apprenants, les plus jeunes. Parce qu'il faut procéder par nivellement, par le bas. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que la corruption, les méfaits de la corruption, le danger que représente la corruption, mais les vertus de la transparence. Donc, je crois que c'est de façon pédagogique. Parce que l'euro est déjà pourri. Mais oui, non, pas pourri, parce que je crois que l'euro a été formaté, parce que paramétré. Bon, pour le déparamétrer et le reparamétrer, c'est un peu difficile. Donc, il vaut mieux commencer par agir au niveau des plus jeunes, parce que la vie, c'est une course de relais. Et donc, il faut préparer une jeunesse de qualité pour être sûr que la génération qui est en train de monter sera une génération vertueuse, respectueuse, en fait, du bien public. Parce que nous avions conçu au niveau du Haut Commissariat, nous sommes en train d'élaborer des modules éducatifs qui vont éduquer à l'éthique et au respect du bien public. Bon, nous avions choisi d'aller vers les jeunes pour un dialogue franc, constructif, interactif, pour qu'ils partagent en fait les préoccupations liées à la lutte contre la corruption, à la prévention de la corruption, pour promouvoir la vertu et la bonne gouvernance. Et j'ai été émerveillé par votre question. Nous est venu quand nous étions à l'école primaire publique, centre de Porte-Novo, où un jeune enfant de cours moyen, niveau 2, je crois CM2, nous a demandé, j'étais dans la délégation, il demande, mais est-ce qu'un jour on va réussir à éradiquer la corruption? La question qui a précédé, c'était que lui, il a toujours vu des voleurs qui vont en prison et ressortent. Et se demande, mais est-ce qu'un jour on peut finir avec le vol? C'est la conscience, en fait. C'est la preuve, évidemment, que ce jeune enfant béninois est conscient de ce que le vol n'est pas une bonne chose. Mieux que ça, que la corruption est un danger parce qu'à cause de la corruption, les ressources publiques sont dilapidées. Alors que ces ressources auraient servi à régler les besoins sociaux de base. Enfin, l'école, l'éducation, la santé, l'assainissement, l'eau potable. Or, vous avez appris ici que dans ce pays, il est arrivé un moment où les gens ont détourné l'argent de l'eau. Est-ce qu'on doit continuer à encourager? Il faut décourager ça. Donc, et des gens volent toujours les cantines scolaires, les vivres des cantines scolaires. C'est regrettable. C'est regrettable. Nous l'avions appris avant même que... Nous avons une mission, je crois que le Haut Commissariat, dans sa pédagogie,
a lancé une grande phase de sensibilisation. Il y a le plateau, j'ai dit. Oui. Il y a aussi l'OME, parce que l'OME, ça a pris en compte Porte-Novo, Adjara, les Agégué. Il y a une délégation actuellement qui est dans les collines. La délégation a parcouru Dassa, Sabalou et doit être à Glazoué. Ils vont finir, ils vont boucler aujourd'hui. Puis ils vont revenir à Cotonou pour que nous puissions mettre le cap sur le Borgou. Il y a une équipe qui est là au Borgou pour sensibiliser les jeunes, les étudiants, mais aussi la grande masse, les leaders d'opinion, les associations et groupements de femmes, associations des étudiants, conducteurs, associations des artisans. En fait, il y a plusieurs cibles qui sont retenues et qui doivent accueillir la délégation parce qu'on fera Parakou, Ndali et Niki. Puis, on va procéder à l'évaluation de cette phase pilote avant d'aller à la phase de mise à échelle. Est-ce que la désignation de ces différents départements, est-ce que c'est des critères? Quels sont les critères pour le choix de ces départements pilotes? Non, je crois que c'est la phase pilote, nous avions choisi des départements sensibles. Vous savez, Porte-Novo, c'est quand même une commune. Oui. C'est une commune. Parakou, et la capitale du Bénin. Mais oui, si. Oui. Puis, Parakou, c'est aussi une grosse commune. Exactement. Bon, alors, nous avions pris le plateau, parce que le plateau constitue une grande zone de vulnérabilité à cause de sa proximité avec le grand voisin nigérien. Et là, je rappelle que quand nous étions à Diara, par exemple, quand la délégation a fini sa quête pour Beketou, oui. nous a fait le rapport, et le rapport, c'était qu'il y a eu un impact visible sur les populations qui ont reçu la délégation, parce que plusieurs questions ont été posées, des réponses ont été apportées, des décisions consensuelles ont été prises pour lutter contre la corruption et la prévenir. Des résolutions ont été prises parce que des engagements personnels ont été pris. Et fort des succès que nous connaissons, parce que l'impact étant visible, à travers l'évaluation des questions qui nous parviennent, oui. La délégation qui est allée à Porte-Novo, en fait, qui est allée dans l'OME, est revenue satisfaite parce que dans les Agégués, écoutez, il y a eu une expérience inédite qu'on a vue. Dans les Agégués, l'école qu'on a visitée, il y a au sein de l'école un gouvernement d'enfants. Un gouvernement d'enfants. Ah oui, effectivement, grâce aux ONG qui, justement... Non, il n'y a pas que les ONG, c'est au sein de l'école. L'école primaire publique. Parce que je sais qu'il y a des ONG qui sont à l'initiative d'un certain nombre de choses comme le gouvernement d'enfants. C'est vrai. Mais ici, c'est au niveau de l'école, les enseignants, le directeur, ils ont procédé par responsabilisation, en fait. On a formé une équipe, on a responsabilisé de façon sectorielle les apprenants. Il y a celui qui est chargé, le ministre chargé de l'environnement, qui veille à l'environnement, le chargé de la sécurité, qui veille aux questions sécuritaires. Il y a le ministre chargé de l'eau. Donc, il y avait plusieurs départements, nous avions vu. Et l'équipe, en fait, le gouvernement de jeunes, on l'a présenté. Ils ont pris la parole, mais j'ai été surpris qu'au Bénin, qu'il y ait eu une telle initiative. C'est à saluer. C'est une initiative qu'on va décupler parce que fondamentalement, ça va permettre de préparer les jeunes à la responsabilité. Donc, à l'intégrité, à l'éthique. Et voilà des modèles qu'il faut promouvoir. C'est en cela qu'au niveau de nos écoles, il y a des modules que nous allons intégrer progressivement pour mettre l'accent sur le respect du bien public, sur la lutte contre la corruption, sur la prévention de la corruption. Vous savez évidemment que les actes corruptifs existent. Ce n'est pas forcément dans les administrations. Dans les administrations et institutions, il y a la logique corrective que nous connaissons, par exemple, au niveau des impôts, au niveau de la douane, au niveau de plusieurs structures que vous connaissez, mais au niveau des établissements scolaires, ça existe. Vous savez évidemment qu'un jeune enfant qui, au cours de la récréation, achète à manger à son responsable, puis lui dit, mais quand je suis en classe, ou dans l'hypothèse où je vais bavarder, il faut fermer les yeux. Fermer les yeux. Ou qui intéresse, qui sous-doit son camarade de classe, c'est parce qu'il y a une évaluation, et au moment où il faisait l'intégration, lui n'a pas bien suivi, mais il veut jeter un coup d'œil, donc la tricherie fait le lit à la corruption. Il y a des actes, en fait, qui préparent. Et donc il faut étouffer tout ça depuis le bas âge. Pas étouffer, il faut faire prendre conscience du danger que représente ce comportement pour que l'enfant comprenne. Parce que si vous forcez pas des tests et des lois qui ne comprennent pas, ils ne vont pas changer. Mais par contre, celui qui comprend qu'en posant tel acte, en fait l'acte de corruption ou la tricherie, le vol,
que c'est attentatoire, non seulement à son intégrité, à sa probité, et que ce n'est pas digne de lui, je crois que c'est une pédagogie, ça va permettre d'avoir une génération vertueuse. Parce que nous voulons aller à une gouvernance responsable, une gouvernance transparente, et les institutions internationales accompagnent. Vous avez l'Union européenne, nous avions reçu tout récemment, le 16 mai, dans nos locaux, l'ambassadeur Stéphane Moun, de l'Union européenne près la République du Bénin. Et un partenariat a été conclu pour que l'Union européenne nous accompagne dans notre démarche de prévention de la corruption. Très bien. Parce que les institutions internationales sont préoccupées par ce mécanisme. Et je crois évidemment qu'il n'y a pas que ça. Le haut-commissaire, M. Jacques Atchefominga, est rentré d'une tournée internationale. Il était allé à un grand forum organisé par la Banque mondiale aux États-Unis. Après ça, il est allé en France où il a rencontré le procureur national financier, celui qui gère le parquet national financier. C'est l'homme le plus puissant donc de la France quand il engage ses investigations. C'est lui qui a poussé à la condamnation du président Sarkozy, qui a porté un brassard pendant un moment donné. Je crois qu'on lui a retiré le brassard tout récemment. Il y a des institutions telles que l'AFA, Agence française anticorruption. Est-ce que vous voulez vous inspirer de ça pour pouvoir également peut-être faire comparaître des anciens présidents? L'échange des bonnes pratiques. L'échange des bonnes pratiques. Je crois qu'en fait... C'est une bonne pratique, un ancien président, de le faire comparaître. Oui, mais il faut finir avec le règne de l'impunité. Un président de la République, c'est d'abord un responsable, c'est un premier citoyen très soucieux, c'est l'interlocuteur officiel au niveau des PTF, mais il a l'obligation et le devoir de cultiver la transparence et l'exemplarité. Il doit être un modèle. Donc, il incarne des valeurs. C'est en fonction des valeurs, en fait, qu'on élit le président, parce qu'il devient le premier citoyen du Bénin, et il doit veiller à ce que les ressources publiques soient mieux gérées et qu'on trouve des canaux de transfert pour que chacun soit à l'aise. Très bien. Est-ce que dans la prévention, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des affaires ou peut-être pour ce peu de temps que vous avez fait, est-ce que vous êtes déjà autosaisi d'un certain nombre d'affaires? Quelles sont ces affaires, ces actes-là? Voilà. Il y a beaucoup de dénonciations, mais quand nous recevons les dénonciations, en fait, nous investiguons. Et après investigation, si les faits sont établis, si c'est avéré, et nous transmettons le dossier à qui de droit. Nous travaillons avec les institutions de répression. Donc, nous ne faisons pas de la répression. Nous faisons de la prévention. Donc, il faut faire la différence, établir le distinguo entre prévention et répression. Nous faisons essentiellement la prévention. Et la prévention suppose évidemment qu'on s'assure qu'il n'y a pas de manipulation dans la procédure. On s'assure que l'environnement qui est mis en place est un environnement de transparence, d'éthique et d'intégrité. Qu'on s'assure évidemment que chaque institution a au moins des manuels de procédure. S'il n'y en a pas, il faut forcément aller à la rédaction des manuels de procédure. Donc, nous veillons à ce que la gestion soit une gouvernance responsable. Donc, nous sommes une structure de veille. Et il y a une pédagogie. Nous éduquons, nous sensibilisons, nous dénonçons. Et la dénonciation, c'est un des leviers importants de la bonne gouvernance. Très bien. Et nous travaillons à ce que nous puissions avoir une loi qui va protéger les lanceurs d'alerte. Parce qu'il faut une loi pour les protéger. Et doper le mécanisme qui permet de dénoncer. Pas les gens ont toujours peur de dénoncer, ils voient. Exactement. Même si c'est sous anonymat, ils ont peur aussi par ailleurs. Oui, mais on ne doit pas avoir peur parce qu'évidemment, vous savez que l'État appartient à tout le monde. On dit l'État. L'État, c'est d'abord un territoire, c'est un pouvoir politique, mais c'est aussi l'État, il y a des symboles forts. Donc, autant nous savons que l'État, c'est un territoire, autant nous savons que l'État, c'est des lois qu'il faut respecter. Parce que quand vous êtes un État de droit, il y a des règles qui régissent la vie en communauté, la vie nationale. Et vous devez respecter ces règles. Quand vous enfreignez aux lois, forcément, il y a des structures de répression qui sont là. Et le législateur au Bénin, par exemple, est très sévère sur les actes de corruption. Vous avez vu le jeune régisseur du service des impôts. Oui. Pour les 4 milliards. Pour les 4 milliards, mais c'est 30 ans. 30 ans dans votre vie, vous savez, 30 ans à passer dans les prisons. Vous voyez ce que ça fait? C'est une sanction, en fait. C'est vrai que la sanction, elle est dure, mais c'est ça la loi. Donc, ça doit éduquer parce que quand les gens apprendront que quand vous volez, vous siphonnez les fonds de l'État,
il y a une structure de répression qui vous écoute. Si les faits sont avérés, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Oui. Mais quand les faits sont établis et que après, dans un contradictoire, vous avez bénéficié d'un procès équitable, mais la sanction, elle est nette. Et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption encourage les instructions dans la rigueur, mais dans le respect des droits des différentes parties prenantes, mais aussi dans le respect de la présomption d'innocence. Et c'est en cela que le dossier tout récent du jeune président du Parti libéral nous a intéressés parce qu'après... Et justement, vous avez fait une sortie à la suite du ministre. Du ministre et à la suite du procureur spécial de la Criette. Parce que nous faisons de la prévention. Nous sommes sortis pour que de tels actes ne puissent plus se reproduire. Quelle est la lecture que vous avez Non, mais écoutez, quand un dossier est pendant en justice, oui, le Haut Commissariat ne se prononce pas. Les textes sont clairs. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même tout de même de votre sortie? Ben, nous sommes sortis pour d'abord féliciter le ministre de l'Intérieur qui a pris une décision salutaire, la suspension des mises en cause. Ils sont toujours présumés. Deuxièmement, nous avions demandé que le dossier soit instruit avec la plus grande rigueur, mais dans le respect des droits des parties prenantes, mais aussi dans le respect de la présomption d'innocence, parce que nous sommes un État de droit. Troisièmement, nous sommes sortis parce que nous estimons que dorénavant, il faut que les structures de contrôle interne fassent preuve de vigilance. Parce que s'il y avait des contrôles internes, on peut éviter, évidemment, ces actes. Je crois que le Haut Commissariat est intervenu, non pas parce qu'il fallait intervenir, mais parce qu'il était bon d'intervenir pour prévenir de tels actes. Et là, nous réservons le droit d'investiguer sur les anciens récépissés que certains partis politiques ont. Ah, sérieusement? Mais oui, si le Haut Commissariat vous avez cette prérogative est habilité à investiguer. Pour voir si les démarches avaient... de la transparence dans la procédure administrative d'acquisition de ce récépissé. Donc, parce que là, M. Richard Boniorou vient de nous ouvrir en fait une passerelle que nous devons exploiter pour être sûr que les acteurs politiques sont vertueux. Il y a plusieurs activités que nous avions au PTA qui nous permettent d'aller vers les hommes politiques. Bientôt, nous irons dans la phase électorale. Il faut éviter la corruption électorale. C'est ma question. C'est-à-dire que pendant donc, les phases pilotes, c'est-à-dire les départements que vous avez choisis pour les descentes, vous avez sensibilisé un certain nombre donc, de personnes issues des associations, de regroupements, les étudiants et tout cela. Mais à quand sensibiliser, vous devez sensibiliser ou vous pouvez sensibiliser également les politiques. Parce que ce sont les politiques qui sont justement choisis pour la gestion d'un certain nombre de structures étatiques et tout cela. À quand la sensibilisation des politiques? Deux aspects apparaissent là. Le premier, c'est que, vous avez bien dit que ce sont les acteurs politiques qui sont nommés à des pôles de responsabilité. Dorénavant, il faut savoir qui il faut nommer. Et je crois que le Haut Commissariat à la prévention la corruption a un regard bienveillant parce que nous sommes consultés pour donner un avis institutionnel sur les hautes fonctions, les nominations aux hautes fonctions. Donc, c'est pour nous assurer qu'il y a un comité d'éthique et de morale qui apprécie pour voir si l'individu respecte, en fait, répond aux critères de probité, d'intégrité, d'éthique, pour accéder à cette fonction. Vous avez déjà commencé ou ça va être bientôt opérationnel? Nous avons déjà commencé. Et donc les nominations que nous avons eues ne me demandez pas sont passées. Mais ne me demandez pas qui sont ceux qui sont passés par nous. Je suis d'accord, mais donc il y a des noms qui sont passés vers vous. Non, je crois que le Haut Commissariat à la prévention travaille dans la plus grande discrétion et donne ses résultats acquis de droit. Parce que vous savez que... C'est quand on vous sollicite que vous agissez ou... Oui, c'est quand on nous sollicite, surtout pour ancienne matière. Parce que le chef de l'État peut nous saisir sur ces cas-là pour que nous puissions donner notre avis consultatif, ce qui est important. Ça permet évidemment au chef de l'État de ne pas se tromper dans le choix qu'il fait de ceux qui doivent occuper des fonctions de responsabilité pour prendre des parts de responsabilité et non des parts de gâteau. Très bien. Dans un passé encore récent, les gens luttaient parce qu'ils se disaient qu'ils vont prendre leur part de gâteau.
Je crois que cela, en fait, entache la notoriété du poste même et de la fonction. Il faut faire en sorte que ce soit des parts de responsabilité, que le citoyen fasse preuve de compétence, mais aussi de valeurs éthiques et morales. C'est en cela que la gouvernance que nous sommes en train de bâtir doit être une gouvernance responsable, une gouvernance vertueuse, pour qu'on puisse assurer que l'État béninois gagne de plus en plus dans la qualité des choix qu'il fait. Vous savez évidemment que les citoyens sont appelés de façon rotatoire à occuper différentes fonctions. Vous, hier, peut-être que vous étiez gouverné, aujourd'hui, vous serez gouvernant. Et c'est ça la règle démocratique. Maintenant, qui sont ceux qui sont en capacité d'aller occuper des postes, ça, il y a des consultations qui se font. À part les fiches que produisent les services de renseignement sur vous, il y a quand même des avis institutionnels qui sont donnés. Nous sommes indépendants. Le Haut Commissariat, c'est une institution de loi organique, mais le Haut Commissariat est indépendant et a une autonomie de gestion. On pourrait se poser la question de savoir, est-ce que vous êtes véritablement indépendant quand on sait que vous êtes lié tout de même à la présidence de la République et vos bureaux sont à la présidence? Être logé à la présidence ne veut pas dire que nous sommes liges, nous sommes des hommes liges de la présidence. Non. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les sièges adaptés à l'institution que, comme il y en a de disponibles à la présidence de la République, nous avions été logés là d'abord. Et cette question est revenue lorsque les examinateurs ont voulu savoir pourquoi nous sommes logés à la présidence de la République, que nous devons être une institution entièrement indépendante, parce que si on est à la présidence, ils soupçonnent des rapports incestueux. On leur a dit, mais il y a quand même nous sommes rattachés de façon institutionnelle à la présidence de la République. Donc, ce rattachement institutionnel, c'est dans la loi. Bon, alors, si nous sommes là pour le moment, ce n'est pas parce que nous sommes là que nous allons entrer dans des rapports incestueux avec les gouvernants. Nous sommes une institution de veille et de veille à ce que les ressources publiques soient mieux gérées et que le bien-être social soit garanti pour tous les citoyens béninois. Voilà, vous parlez des élections, en tout cas les élections générales de 2026, dans un an à peu près déjà. Et puis, justement, quel est le rôle ou quelle part vous avez dans ces élections à venir? La sensibilisation des acteurs politiques au respect des normes éthiques, des principes éthiques et à la vertu. Parce que nous devons corriger nos travers et éviter qu'on aille encore à la corruption électorale. Vous savez que la corruption électorale biaise le jeu électoral. Si on doit garantir la crédibilité et la transparence du processus électoral, nous devons forcément échanger avec les acteurs politiques et nous entendre sur une charte d'éthique, un code d'éthique où chaque acteur est tenu de respecter les dispositions, évidemment, de cette charte. Mieux, vous savez que par rapport à la gestion des fonds, il y avait des fonds occultes qui alimentaient les partis politiques. Mais depuis que l'État a mis en place des fonds publics, il faut s'assurer que ces fonds sont bien gérés aussi. C'est vrai qu'ils rendent compte, mais nous devons évidemment les éduquer à mieux gérer ces ressources publiques. Parce qu'en fait, au thème de l'article 7 de la Constitution, les partis politiques créés doivent animer la vie politique pour préparer évidemment les citoyens à la responsabilité, pour ceux qui sont dans les partis politiques. Oui. Donc, si l'État met en place des ressources à utiliser, il faut que ces ressources soient utilisées à bon escient. C'est en cela que nous devons veiller et transmettre à ces partis politiques les normes éthiques, les normes de transparence, pour qu'au cas où les ressources publiques seront siphonnées, que ceux qui seraient identifiés comme tels répondent de leurs actes. C'est à travers des rencontres avec les partis politiques, les responsables? Oui, bientôt, parce que c'est inscrit au PTA, cette activité va commencer très bientôt. Et comme vous dites, très bientôt, c'est quand? Très bientôt, écoutez l'agenda, on va vous le communiquer sous peu. Très bien. Déjà, est-ce qu'il peut arriver que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption puisse intervenir dans peut-être l'évaluation des dossiers de candidature, parce que peut-être ceux qui s'apprêtent à offrir leur disponibilité et leurs compétences pour gérer le pays ou pour être député ou maire, ils sont appelés à quand même faire preuve d'une certaine probité, d'une certaine moralité. Est-ce que vous allez pouvoir intervenir dans ce champ-là? Pour les cas de dossiers mal fichus, où les candidats sont peut-être trempés dans des malversations avérées,
comprenez bien que le Haut-Commissariat ne peut pas se taire là-dessus. Puisque le Haut-Commissariat a l'obligation de veiller à ce que les citoyens cultivent les règles d'éthique, les règles de transparence, les règles de probité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, en fait, c'est l'honnêteté. Nous devons avoir des citoyens honnêtes. Et puis, ce qui est curieux, vous avez vu que depuis un moment, dans les partis politiques, les gens peinent à lever le petit doigt pour dire qu'ils sont candidats à quelque chose. Or, il y a encore quelques années en arrière, 2 ans avant, vous voyez le déferlement sur le terrain. Ça veut dire que depuis 2016, le jeu politique est devenu plus transparent. Et on sait évidemment que certains estiment que c'est du fait de la réforme du système partisan. Vous y trouvez autre chose? Les gens incriminent à tort le système partisan. Le système partisan, en fait, est un système vertueux. Vertueux parce que c'est parti d'un diagnostic posé. Et la thérapie, c'était qu'on doit faire en sorte que nous ayons de grands ensembles politiques. Le parti doit avoir un maillage territorial. Et les candidats à différents postes doivent faire preuve de leadership. Ils doivent porter l'aspiration collective d'une masse. Ils ne doivent pas être des leaders de quartier. Vous savez bien, parce qu'il y a même des partis politiques qui existaient au Bénin ici, qui n'ont jamais quitté de dépasser qu'à la vie. Et pourtant, vous trouvez leur président qui se porte candidat pour être président de la République. Je crois qu'il faut que les gens sachent que le jeu politique est un jeu sérieux et que l'acteur politique doit avoir une dimension donnée. Et il doit être conscient des grands enjeux, non seulement nationaux, mais les enjeux internationaux. N'importe qui ne peut plus être président aujourd'hui. Vous avez le plein talent, vous avez vu ce qui se passe. Les grosses réformes qu'il engage, c'est pour faire du Bénin un État responsable. Dans le Conseil des Nations, les grandes nations n'ont pas été bâties autrement. Et donc il faut chercher, fouiller, bercher, pour trouver justement si tel est de bonne moralité, tel a peut-être détourné dans le passé, tel a fait telle chose, pour l'écarter. Actuellement, c'est la vertu. Suivez un peu l'actualité nationale et internationale. Vous verrez que dans tous les pays, il y a des commissions d'enquête pour savoir, pour connaître davantage la gestion du pays. Vous avez vu au Sénégal, tous les déballages que nous avons. Vous avez vu dans bien d'autres pays, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, nulle part, personne ne veut encourager les travers. Et ce n'est pas le Bénin qui va accepter que des corrompus viennent au pouvoir. Nous devons faire en sorte que, dorénavant, ce soit des hommes vertueux. Nous sommes dans une dynamique de la promotion de la transparence. Et il n'y a que ça pour aider nos États à lutter contre l'iniquité. Parce que c'est de l'injustice. Et la corruption, en fait, nuit non seulement à la société, au développement socio-économique, au développement durable, mais aussi ça empêche les grands citoyens sérieux de pouvoir accéder à des responsabilités. Donc nous devons faire en sorte que ce soit ici ou ailleurs, que la vertu soit la norme. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption soit manipulé pour les prochaines élections générales de 2026? Ben écoutez, pourquoi manipuler? Je crois évidemment que le Haut Commissariat a à sa tête l'avocat, maître Jacques Atchefon-Migan, et il y a un cabinet, parce que vous savez que l'avocat, en fait, maître Atchefon-Migan, a été nommé par décret le 12 juin 2024. Il a prêté serment en juillet 2024. Il y a eu des décrets qui ont nommé son cabinet et son secrétaire général. C'est M. Gafarou Ouassi qui est son directeur de cabinet. Et vous avez le docteur Olivier Charles Atindéou, qui est le secrétaire général. Avec la nomination de son cabinet et de son secrétaire général, en fait, le Haut Commissariat a été opérationnalisé à partir de septembre 2024. Et de septembre à aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a plusieurs activités que nous menons sur le terrain. À part la sensibilisation, il y a bientôt la phase des colloques, des symposiums, des activités intellectuelles qui vont regrouper en fait les universitaires pour des débats sérieux sur les règles éthiques, les règles déontologiques, la conduite, parce qu'au niveau même des grandes structures de l'État, nous devons revoir un certain nombre de tests. Par exemple, au niveau de la HAC, au niveau de la déontologie en fait, de la presse, il y a, compte tenu des défis émergents, il y a des choses à revoir. Au niveau de la digitalisation, nous étions avec
Madame la ministre, on a échangé avec elle parce qu'on a dit que la façon dont les déclarations de bilan patrimoine, la façon dont les gens déclarent leur patrimoine, c'est manuel. Mais ça peut être sujet à des manipulations. Pour éviter ça, optons pour la digitalisation. Venons-en maintenant à ma question. Pour les élections, non, mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous soyez manipulé pour pouvoir dire que tel candidat ne répond pas parce qu'il y a des problèmes de probité, il y a des problèmes de moralité? Non, je crois que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'investiguer. Et pour être sûr que ceux qui sont qualifiés pour y aller, c'est ceux-là qui sont méritants. Et qu'il n'y a pas de la tricherie dans le jeu électoral. Et qu'il n'y a pas des corrupteurs qui se sont vêtus d'habits de scène pour aller compétir. C'est rendre le jeu crédible et libre. Et faire en sorte que la vertu prime sur les travers. Très bien. Donc, notre rôle, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir un environnement de transparence, un environnement d'exemplarité, un environnement d'éthique et d'intégrité pour qu'on sache que le Bénin est en train de faire la marche vers la gouvernance transparente. Et nous avions souscrit à plusieurs accords, contrats, conventions qui font que nous sommes tenus de respecter la gouvernance vertueuse. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Eloge Francis Attadé. On n'a pas vu le temps passer, mais certainement, on reviendra sur d'autres thématiques qui concernent, qui retrouvent bien évidemment le champ d'action du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Je vous laisse quand même dire votre mot de fin à l'endroit de nos internautes. Je crois qu'il faut saluer le gouvernement béninois qui a vu juste en créant le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, parce qu'à côté de la répression, il faut forcément faire de la prévention. Il faut donc sensibiliser, il faut éduquer pour que les gens prennent conscience. Et je profite pour vous dire que pendant que nous étions à l'université d'Adjara, nous avions appris des choses incroyables, où des étudiants, à coups de millions, veulent acheter des professeurs pour passer en classe supérieure. À coup de millions. À coup de millions. Parce que quand ils sont là, ils font le commerce de l'essence frelatée et ils ont des ressources. Donc, ils ne viennent pas suivre les coûts et ils veulent en fait corrompre les professeurs. Heureusement que le professeur n'avait pas accepté. S'il avait accepté, on ne saurait pas. Mieux que ça, il y a d'autres qui vont démarcher les femmes des professeurs au fait qu'elles plaident auprès de leur mari afin que l'étudiant passe en classe supérieure. Donc, il peut y avoir des comportements condamnable à tout point de vue, mais je crois évidemment que nos tournées nous permettent d'identifier en fait les fausses notes et je crois que nous allons pouvoir écrire et proposer des mécanismes idoines pour corriger le tir afin que notre jeunesse soit une jeunesse vertueuse. Très bien. Une jeunesse respectueuse de l'intégrité et de l'éthique. On ne peut pas continuer dans les travers. Et ça, c'est à Adjara qu'on a vu ça. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Eloge Francis Attadé. Vous êtes chargé donc de politique de bonne gouvernance, d'éthique et d'intégrité au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Mesdames et messieurs, vous savez un peu plus donc sur cette institution de l'État béninois. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre sur ML TV, bien évidemment. On va se retrouver très incessamment sur nos plateformes digitales. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite sur nos plateformes digitales. Et pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur la cloche d'abonner, faites-le pour ne rien rater de nos contenus à venir. Bye bye et à bientôt.